tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce live. Je suis Fabrice Coustet, rédacteur en chef de Radio Patrimoine, et c'est justement de votre patrimoine qu'on va parler aujourd'hui avec l'ensemble des équipes de Primonial. Nous avons souhaité organiser ce live pour faire face tout simplement à vos questions et vous expliquer, vous donner des clés pour comprendre cette période complètement inédite. Et ensuite, eh bien, c'est aller un petit peu mieux, tant mieux pour les épargnants qui nous écoutent. Il y a beaucoup de gens qui se sont positionnés en fin d'année et l'année dernière. On leur a dit il faut aller maintenant sur les unités de compte, c'est-à-dire sur les fonds actions par rapport au fonds euro qui, je sais, est devenu un peu le parent pauvre en tout cas, au niveau des rendements. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire justement aux clients et aux épargnants qui nous écoutent et qui ont mis leur épargne sur les marchés financiers? Qu'est-ce qu'on peut leur dire aux gens quand ils regardent le CAC qui remonte mais a quand même perdu 20% depuis le début de l'année? C'est vrai que cette crise était premièrement dans une ampleur inédite, hein, personne n'aurait pu l'imaginer, mais j'aimerais corriger quelque chose. Vous avez parlé d'unités de compte. À mon sens, il ne faut pas résumer les unités de compte au marché action. On le voit très bien que dans un contrat d'assurance vie, puisque c'est cela principalement qu'on propose à nos clients, vous avez un certain nombre de piliers d'allocation dans lesquels vous pouvez investir. Donc on parle des marchés actions, mais on va parler un petit peu plus tard de l'immobilier papier avec nos amis de Prem. On peut aussi imaginer de l'action non cotée, on peut imaginer du structuré, on peut mettre des obligations, on peut mettre du monétaire. Et toutes ces classes d'actifs, heureusement pour les épargnants, n'ont pas réagi de la même façon. Et même quand on regarde les marchés actions,
c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à tout résumer au CAC 40, mais en fait, il y a des tas d'indices, il y a des tas de marchés qui ont réagi de façon beaucoup plus positive. Si par exemple, je parle des marchés américains, on verrait que le Nasdaq, qui représente les grandes valeurs technologiques, est depuis le début de l'année en forte hausse. Donc, vous voyez, quelque part, on a premièrement une nécessité de proposer des solutions diversifiantes à nos clients avec plusieurs différentes classes d'actifs. Et même quand on parle du C Action, on a les moyens, et on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, de parler de diversification au sein de cette poche-là. Alors justement, diversification, c'est vraiment le mot-clé. Si on rentre un petit peu dans le détail, Nadine Trémollière, justement, quand on parle pays, secteur ou encore valeur, est-ce que vous pouvez nous donner un panorama justement de ce qu'on peut faire et comment appréhender cette diversification? Alors, tel que je l'ai dit, déjà, la première diversification, elle est en termes de classe d'actifs. Donc, on va dire que pour un profil à peu près équilibré, on imagine qu'il y a toujours un petit peu de fonds en euros, de l'ordre de 40-50%. On a introduit de l'immobilier, et encore une fois, on y reviendra par la suite, un immobilier papier qui va donner une stabilité et une décorrélation par rapport aux actifs plus risqués, donc à l'ordre de 20 ou 30%. Et cela va nous laisser une poche financière similaire, à peu près du même poids, 20-30% en fonction du profil de risque du client. Et au sein de cette poche-là, on va pouvoir se diversifier, comme vous le disiez, vers des pays, vers des thématiques, vers des secteurs et avoir bénéficié, on va dire, de toute la richesse de tous les marchés actions et de toutes les entreprises qui correspondent à ces marchés actions. Ouais, donc c'est effectivement une bonne nouvelle. On a parlé du marché financier, donc de cette diversification nécessaire. Je me tourne vers Stéphanie Lacroix. Stéphanie, en ce qui concerne maintenant la poche immobilier des portefeuilles, on sait qu'elle est importante. Beaucoup de gens se sont tournés ces dernières années vers les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier, une collecte record, près de 8 milliards. C'est un placement qui séduit de plus en plus. Mais patatras, voilà, avec la crise et la fermeture administrative des bureaux, des commerces, eh bien, nombre d'épargnants se sentent un petit peu inquiets et disent, est-ce que finalement, aujourd'hui, eh bien, on va avoir toujours ces mêmes rendements? Est-ce qu'il y a un risque finalement sur ces investissements? Pouvez-vous nous donner, Stéphanie Lacroix, un panorama là aussi, comment sont comportés les investissements réalisés chez Primonial Rem? Oui, avec plaisir. Peut-être en préambule, vous rappelez que Primonial Rem est une société de gestion pour compte de tiers, que notre métier, c'est vraiment de créer, de gérer et de commercialiser des produits de placement de long terme, SCPI, OPCI, SCI immobilières. Mais notre métier, c'est aussi de protéger les placements de nos clients associés en leur assurant à la fois du revenu et une protection de leur capital dans le temps. Donc, on a bien sûr construit nos politiques d'investissement dès l'origine pour faire preuve de résilience face à des chocs économiques. C'est pourquoi le portefeuille immobilier de Prem, il bénéficie vraiment d'une bonne mutualisation des risques. On a une allocation d'actifs diversifiée tant sur le plan géographique que sectoriel. On a aussi une approche sélective des investissements qui porte sur l'efficience des bâtiments, la qualité de la localisation et du locataire. Aujourd'hui, nous gérons à peu près 22 milliards d'euros pour le compte de nos clients associés et sur ces 22 milliards d'euros, 90% de nos encours sont vraiment très bien protégés. Pourquoi? Parce qu'ils sont constitués à 55% d'immeubles de bureaux. Et en matière de bureaux, depuis 2011, date de création de Prem, on a toujours acheté du neuf, du restructuré, labellisé, extrêmement bien positionné, si possible Paris, première couronne parisienne, et loué à de grandes entreprises corporate. On a également 30% d'immobilier de santé exploité par des grands exploitants privés européens, 5% de résidentiel, donc vous le voyez bien sur ces poches de 90%, pas d'impact au niveau de la crise du Covid-19. Ce patrimoine, il est complété par une poche de diversification qui est composée de commerce. Alors bien sûr, certains de nos commerces ont été impactés par la crise du Covid parce qu'ils ont été soumis à des fermetures administratives, mais c'est absolument pas 100% de la poche. Et puis nous avons toujours eu comme politique d'investissement en matière de commerce de la diversification, donc du commerce de pied d'immeuble, avec une part d'alimentaire, mais aussi des accords avec des grandes enseignes internationales. Donc, pour répondre concrètement à la question, on s'est toujours positionné comme un investisseur prudent et on voit bien qu'aujourd'hui, ce modèle, il offre un couple rendement-risque extrêmement résilient.
Bon, en tout cas, vous répondez à la question. Pas d'inquiétude à avoir sur la distribution des revenus, c'est préservé. Du bureau prime, de la santé et du commerce aussi, même si c'est la portion congrue. Je vais me tourner également vers Daniel Weil. Daniel, vous êtes directeur de la recherche et de la stratégie. C'est un choc inédit qu'on a vécu. Quelles sont justement maintenant vos perspectives? Quelle est votre vision justement de la recherche sur la suite, notamment sur ce secteur immobilier? Alors effectivement, c'est un choc qui est inédit par son ampleur, mais également par sa nature. C'est-à-dire que contrairement à la crise de 2008, qui touchait d'abord les valeurs immobilières, qui touchait d'abord les prix de l'immobilier, on a eu une crise complètement atypique qui touche directement les fonds propres des entreprises, c'est-à-dire ce que j'appellerais le numérateur, les revenus des entreprises, la trésorerie des entreprises. Et donc, la nature très particulière de cette crise fait que les différents formats immobiliers ont été touchés de façon très différenciée. Stéphanie a commencé à l'évoquer, mais on peut grosso modo distinguer les actifs que j'appelle cycliques, c'est-à-dire ceux qui ont besoin d'un chiffre d'affaires récurrent et souvent saisonnier. Je pense au commerce, je pense à l'hôtellerie pour payer leur loyer, et ceux-là évidemment sont plus durement touchés, notamment lorsque les commerces sont des commerces dits non essentiels, hein, c'est-à-dire pas alimentaires ou qui n'ont pas subi la fermeture administrative. Et puis, il y a les bureaux, et là, effectivement, toujours pour rejoindre ce que disait Stéphanie, il faut vraiment faire une distinction entre les grands comptes et les PME. C'est-à-dire qu'on a bien vu, d'ailleurs, pendant cette crise, avec la réussite finalement de ce télétravail un peu improvisé, que les grandes entreprises, elles ont des plans de continuité d'activité, elles peuvent gérer ce type de rupture, de disruption un peu organisationnelle, elles ont en France de la trésorerie, et donc leur capacité à payer un loyer n'est pas remis en cause. Je n'en dirai pas autant des bureaux, je dirais, loués à des TPE ou PME qui, elles, effectivement, au même titre que les indépendants ou les commerces, ont été beaucoup plus touchés. Et enfin, troisième classe d'actifs que vous aviez cité, le résidentiel, puisque le logement, puisqu'effectivement avec cette quand même grande réussite aussi en France et en Allemagne, qui est le chômage partiel, et on le voit bien avec la comparaison avec les États-Unis, le chômage partiel sauve la mise économiquement à énormément de gens. Il a permis notamment que les salaires continuent à être assurés, et que donc la capacité des ménages à payer leur loyer dans le cadre de l'immobilier résidentiel soit maintenue. Donc effectivement, on a un impact qui nous a tous concernés d'un point de vue humain et d'un point de vue immobilier et d'un point de vue économique. Mais au niveau immobilier, on a affaire à une crise qui est fondamentalement ciblée. D'accord. Sur le point de vue humain, hein, ça n'a pas été facile non plus à vivre hein, pour tous ceux qui étaient voilà, confinés. On a eu beaucoup de temps aussi pour regarder son épargne, pour peut-être appeler son conseiller, en tout cas pour réfléchir à ses placements. Justement, sur cette question de l'épargne, on a vu, Stéphane, qu'il y a eu des changements là aussi. Un petit peu moins d'assurance vie. La collecte a été négative pour la première fois en avril, et beaucoup de placements de précaution. Comment vous interprétez ces mouvements qu'on a pu voir des Français peut-être un petit peu plus fourmis là, sur les dernières semaines? Oui, vous avez raison. Alors, vous savez, l'assurance vie, c'est large. Quand on parle d'assurance vie au niveau national, nous, on n'est pas du tout en recul de l'assurance vie. On décollecte sur l'assurance vie dans le cadre du groupe Primonial, évidemment. Mais il est vrai que les clients sont un peu plus attentistes. On vend ce qu'on appelle, nous, un produit froid. Hein. On ne vend pas un téléphone, une montre, une voiture. C'est un produit froid. Donc, les clients peuvent patienter. Les épargnants peuvent patienter pour y venir. Donc, on sait qu'il y a un besoin d'épargne. Il y a un niveau d'épargne d'ailleurs qui est important en France. Je pense qu'il sera même un petit peu plus élevé à l'issue de cette crise, parce qu'il faudra prévoir l'imprévisible, ce qu'on vient de vivre. Oui, on a l'assurance vie a un peu baissé en termes de volume. L'immobilier a baissé dans l'attente d'avoir des explications de bon niveau comme on vous les avait aujourd'hui, c'est-à-dire d'explications de comment on va amortir ce choc, on l'espère, qui est exceptionnel. Un renfort sur les classes d'actifs actions. Alors évidemment, c'est une classe d'actifs qui a un peu fait peur au début parce que la chute a été importante. Et puis on voit qu'au fur et à mesure du temps, on est passé de 3700 points, on est à 5000 points aujourd'hui sur le CAC 40, donc qui est juste une moyen de donner une tendance. Des produits structurés qui permettent aux clients de revenir sur le marché financier en ayant
des garanties de capital à terme. Voilà, donc la diversification de l'offre nous permet de continuer à conseiller nos clients, à adapter le mieux possible, évidemment, par rapport à la situation de chacun. Mais il y a un maître mot dans ce contexte, c'est diversification et décorrélation. Diversification et décorrélation, et on l'a vu, hein, on peut le faire aussi bien sur le marché financier que sur le marché immobilier. Justement, sur ces perspectives, on va attaquer maintenant notre chapitre perspective. On a fait l'état des lieux. On a vu, Daniel Weil, que le gouvernement a été proactif. Et puis, il y a eu aussi les banques centrales qui étaient là pour supporter le marché et toutes ces dettes qu'on va créer. On a évité la crise de liquidité. Vous avez dit que c'était très différent de 2008. Mais est-ce qu'on va pouvoir éviter finalement la crise économique? Alors effectivement, je crois une autre des caractéristiques un peu inédites de cette crise, c'est effectivement le niveau de réponse, à la fois des banques centrales et des États, donc à la fois à travers la politique monétaire et budgétaire. Il faut quand même se souvenir en 2008-2009 que le fameux Whatever it takes de Mario Draghi, où la Banque centrale a décidé d'inonder le marché de liquidités, c'est en 2012, c'est-à-dire 4 ans après la crise. Là, 2 semaines après finalement l'arrivée de l'épidémie, on a eu des réactions gouvernementales et de la Banque centrale qui en plus sont proportionnées puisque finalement l'État français par exemple s'attend à un déficit budgétaire de l'ordre de 7 à 8% pour une récession de l'ordre de 7 à 8% pour 2020. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'on va passer d'une récession à une dépression ou pas, qu'on va éviter la récession ou la dépression et quel impact sur l'immobilier? Le premier point, c'est évidemment l'emploi et le maintien l'aménagement des dispositifs de chômage partiel et la façon dont l'État finalement va porter un peu l'économie de façon à éviter l'effet domino des défaillances d'entreprises et du chômage et ce qu'on appelle le credit crunch, c'est-à-dire les faillites de banques éventuelles. Ça, c'est le scénario noir et mon intuition, c'est que tout sera fait pour l'éviter. En revanche, comme vous le dites bien, la récession économique, elle a effectivement un impact sur les locataires, sur les entreprises locataires et donc sur leur capacité à payer le loyer. Et là, la conclusion que nous on en tire, c'est qu'il faut persévérer, peut-être augmenter encore l'exigence qu'on doit avoir sur nos actifs. Ça veut dire des actifs plus neufs, mais surtout encore plus en adéquation avec les nouveaux usages des entreprises. Ça veut dire des commerces de centre-ville qui ont montré leur caractère résistant. Ça veut dire également aller vers des actifs que j'appelle acycliques, mais disons, c'est ce à quoi Stéphane se référait en parlant de décorrélation tout à l'heure, c'est-à-dire dont les déterminants sont plus démographiques que économiques, et à partir de là, on peut investir en immobilier, y compris dans une période de récession prolongée. Alors évidemment, vous êtes écouté très attentivement, ainsi que Stéphanie Lacroix, puisqu'on a beaucoup de gens qui sont positionnés sur ces fameuses SCPI, Sociétés Civiles de Placement Immobilière, les Primo-Vie, Primo-Pierre, Patrimo-Commerce. Stéphanie Lacroix, là aussi, vous avez insisté tout à l'heure sur effectivement le choix, et Daniel l'a dit, le choix de ces actifs en prime, ça veut dire que c'est vraiment le top qualité. L'intérêt aussi, c'est d'avoir des gens qui peuvent payer finalement leur loyer, qui sont solvables. Et je crois que justement le parc est loué pour beaucoup à des grandes sociétés, CAC 40 et autres, qui ont les moyens de faire face à cette crise. Oui, exactement. C'était ce que je vous disais en préambule, c'est que nous avons 90% de notre portefeuille qui est extrêmement bien préservé. Ça fait partie des politiques d'investissement, déjà d'être diversifié, d'avoir des fonds purs, et puis de passer des accords avec des contreparties qui soient solvables et solides. C'est la raison pour laquelle on considère aujourd'hui qu'on se dit vraiment confiant dans notre capacité à tenir nos engagements vis-à-vis de nos clients associés, que ce soit en matière de distribution d'un complément de revenus réguliers dans le temps, mais aussi de valorisation de leur capital investi à terme. Et ça, c'est vraiment très positif en comparaison au rendement offert par d'autres classes d'actifs sur la même période. On le disait tout à l'heure, et Daniel l'a montré, on a vraiment travaillé et avons effectué un suivi très régulier avec l'équipe de la recherche depuis le 16 mars dernier. On a travaillé également énormément avec nos équipes de fund management pour réaliser des stress tests sur nos SCPI, des stress tests qui ont été extrêmement poussés. Et toutes nos analyses nous permettent de confirmer aujourd'hui, nous sommes le 4 juin, que concernant Primo-Pierre, qui est notre SCPI fer de lance en matière de bureau sur la politique d'investissement que je vous ai décrite tout à l'heure,
sera parfaitement en mesure de confirmer le paiement de ses loyers attendus et donc de tenir ses engagements en 2020. Il en va de même sur Primozy, qui est notre SCPI de santé et d'éducation. En revanche, concernant Patrimo Commerce, on aura un petit impact de la crise du Covid, mais un impact qui sera quand même dans une mesure moindre, parce que nous avons de l'alimentaire dans le portefeuille, parce qu'il y a la qualité des emplacements des actifs, parce que nous avons également des commerçants qui ont repris très vite leur activité, et globalement, on aura un taux de rendement sur l'exercice entre 3,5 et 4%. Donc vous le voyez, l'impact est quand même très mesuré. Ouais, ça veut dire, on en a déjà certaines questions, que ceux qui ont acheté par exemple des SCPI à crédit n'ont pas tout ce ne vont pas puiser dans leur réserve. Alors en tout cas pour les SCPI de Prem, ils n'ont pas de problème de questions à se poser. Les distributions, d'ailleurs il y a déjà eu un premier acompte au titre du premier trimestre qui a correspondu exactement au premier trimestre de l'exercice 2019. Alors peut-être que le second trimestre, ils vont se dire « Ah tiens, c'est un peu moins, etc. » On n'a jamais eu des trimestres réguliers, mais sur l'ensemble de l'année, en termes de rendement, ce sont les rendements annoncés en début d'année qui prévalent. Donc globalement, les rendements des SCPI de Prem, c'est toujours autour de 4,5% annuels. Donc on n'y dérogera pas, à l'exception sans doute de Patrimo Commerce, mais encore une fois dans une mesure limitée. D'accord. Une question néanmoins, messieurs, dames. On le voit aujourd'hui, on est dans un format complètement inédit. On aurait pu faire cette conférence en plénière, dans un amphithéâtre. On en est réduit, entre guillemets, à cette webconférence, à ce live. Et j'espère que ceux qui nous regardent apprécient, hein, malgré ce confinement qu'on a vécu. Ça pose néanmoins une question sur tout ce qui est télétravail, sur tout ce qui est occupation des bureaux. On a vu que beaucoup de gens dans les services, et notamment le service financier, étaient finalement assez à l'aise. Le plan de continuation d'activité, peut-être révolution ou évolution dans les modes du travail. Est-ce qu'à terme, Daniel Weil, ça ne peut pas modifier justement l'occupation des bureaux et du coup, les investissements à venir, est-ce qu'ils ne vont pas être fondamentalement différents? Je dirais que fondamentalement, on va assister à une accélération de tendances qui préexistaient déjà à la crise du Covid. Le Covid-19 n'a pas inventé le télétravail. En revanche, ce qui était déjà dans les tuyaux, si j'ose dire, c'est en fait de considérer le bureau non pas seulement comme un centre de coût, mais comme un vrai outil de travail qui permet de gérer les mobilités de ses salariés, qui permet de gérer leur management. Aujourd'hui, dans le moment sanitaire très particulier que nous vivons, et qui ne va pas durer la longueur d'un bail, a priori, les entreprises ont une sorte d'injonction paradoxale qui consiste à la fois à dédensifier, à faire de l'espace, plus d'espace, moins d'open space et plus d'espace entre les personnes dans leur bureau, ce qui d'ailleurs devrait conduire logiquement à une augmentation de la demande de mètres carrés. Je crois que c'est déjà parfois le cas. Et en même temps, il y a finalement ce télétravail qui sert un peu de variable d'ajustement et qui permet d'ajuster au plus près finalement le ratio d'occupation des locaux. Mais c'est très différent du scénario, je dirais, un peu de science-fiction, qui serait la substitution du télétravail au bureau. On sait que cette substitution, elle est très aventureuse parce qu'elle elle donne le risque de perdre ce qui fait l'identité d'une entreprise, c'est-à-dire l'information, si j'ose dire, qui circule entre les personnes, la fidélisation, l'identité, la culture d'entreprise. Alors je sais que Stéphane peut être encore plus éloquent que moi à ce sujet, mais il est clair que toutes les entreprises ne sont pas et toutes les entreprises n'ont pas vocation à devenir, si j'ose dire, offshore. Ouais. On va lui demander justement à votre président, Stéphane Vidal, justement, on a vu, hein, ça a été complètement bouleversé. Le télétravail, vous êtes plutôt bien adapté, vous nous répondiez, mais on ne vous a pas très bien entendu en début d'émission. Est-ce que ça change aussi quelque chose au niveau de votre management? Parce que la gestion de patrimoine, on a quand même envie de voir son conseiller, de lui parler. C'est un discours d'homme à homme, de femme à femme, évidemment, hein. Mais c'est de la présence. Comment on s'adapte finalement à ce nouveau paradigme? Quand vous n'avez pas le choix, de toute façon, vous faites. Et la période qu'on a vécue ne doit pas être comparée avec la période que nous allons vivre. La période qu'on a vécue, nous n'avions pas le choix. Je pense que nos clients étaient très contents de nous voir, même à travers d'un écran, pour avoir un échange maintenant d'une bonne qualité entre nous. Et donc, je crois que voilà, cette période-là s'est bien passée parce qu'on a été réactifs. On n'a pas fermé les rideaux en disant rendez-vous mi-mai ou mi-juin. Est-ce que maintenant, c'est l'alpha et l'oméga de la relation client? Je crois qu'on est tous autour de cet écran
conscient du fait que nous sommes un métier de contact et que la confiance passe aussi par le contact. Mais il peut y avoir un contact physique une fois, 2 fois par an et un contact opportuniste, on va dire, comme un rendez-vous médical. Maintenant, on fait bien des consultations médicales par Internet et par visio. Donc, je crois que c'est pas ce que je disais, Daniel, c'est que c'est pas l'un contre l'autre. Je pense que ça va nous faire réaliser comment on mêle les deux, positionne un certain type de travail dans des bureaux parce que moi, je suis un fervent défenseur du contact, de l'échange et de l'esprit d'entreprise, comme disait Daniel, mais aussi d'utiliser la technologie dans quelque chose de plus régulier. Donc, ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. Mais cette période, mécaniquement, va nous forcer à réfléchir pour améliorer notre relation client dans la globalité. Nadine Trémonière, je ne vous oublie pas, vous avez également rejoint les bureaux depuis quelques temps. On va parler avec vous de ce qui se passe sur les marchés, hein, les marchés qui, après un plongeon initial, on en parlait tout à l'heure, ont vivement remonté. On est on vient de passer le cap des 5000 points à nouveau et on voit un marché financier qui a pratiquement, presque effacé la crise, en tout cas du côté du Nasdaq. C'est très compliqué à comprendre parce qu'on entend Daniel, il nous dit attention, la crise, on parle de mots tels que récession, voire dépression pour les plus pessimistes, et les marchés financiers, eux, pointent vers le nord, toujours plus haut. Comment vous interprétez là ce mouvement et est-ce qu'il faut se méfier? On comprend que les épargnants qui nous regardent peuvent être déboussolés un peu par ces marchés. C'est vrai qu'il y a un peu une différenciation entre l'état de l'économie que l'on pressent, je dirais que cette récession qui malgré tout va toucher de façon extrêmement dure la France, les pays européens, les États-Unis. On parle de récession de l'ordre de 6, 7, 8%, donc c'est quelque chose de relativement inhabituel, même historique, puisque même en 2008, on n'avait pas eu des récessions aussi fortes. Mais comme l'a dit très justement Daniel, c'est vrai qu'il y a eu une réaction des pouvoirs politiques, monétaires, qui a tellement été forte que quelque part, l'argent a été, je veux dire, un moteur, il a inondé d'abord les marchés financiers et a permis ce rebond extrêmement fort. Ensuite, encore une fois, on a tendance à regarder les indices, mais dans les indices, n'oubliez pas qu'il y a des entreprises derrière et il y a des entreprises avec on va dire, des perspectives qui sont radicalement différentes entre un Airbus dont on sent qu'effectivement il va avoir du mal à vendre des avions dans les prochaines années et puis Sanofi ou Schneider Electric qui sont des sociétés qui ont bénéficié de la crise parce qu'elles étaient sur le secteur d'activité de la santé ou le secteur de l'activité de la digitalisation de l'économie qui s'en sortent. Et en fait, on s'aperçoit qu'au sein de ces indices, il y a quand même eu une dislocation des actifs au mois de mars et progressivement, en fonction des secteurs d'activité, on a des remontées plus ou moins fortes sur les différents secteurs. Et c'est ça, en fait, qui crée aussi la richesse du marché action. N'oubliez pas, on n'achète pas forcément des indices, on achète des entreprises. Et je pense que l'intérêt de la gestion active, c'est justement d'aller détecter les entreprises qui vont être les gagnants de demain. On a toujours la tentation, quand on observe ces marchés, on va dire au jour le jour, à s'inquiéter ou à surréagir quand ça a énormément baissé. C'est une certaine tentation de se remettre en sécuritaire sur ce fameux fonds en euros. Comment lutter contre cette tentation justement de tout sécuriser? Et on l'a vu, ce n'était pas le moment de le faire à mi-mars au plus bas puisque c'est remonté très très rapidement derrière. La difficulté des marchés actions et des marchés financiers de façon générale, c'est justement leur volatilité intrinsèque. C'est vrai que l'avantage de l'immobilier, c'est qu'on n'aura pas cette valorisation quotidienne qui peuvent effectivement perturber les investisseurs. Les marchés actions, on ne sait jamais le point le plus haut, on ne sait jamais le point le plus bas. Donc, à notre sens, l'investissement progressif, c'est-à-dire de rentrer dans le marché avec des fréquences relativement définies à l'avance, va faire en sorte que vous allez pouvoir constituer un prix moyen qui va être sûrement nettement meilleur que de chercher à vouloir timer, comme on dit dans notre jargon, timer le marché, c'est-à-dire de se dire à un moment. Et beaucoup d'investisseurs ont un petit peu perdu pied, ont vendu au mois de mars et puis se retrouvent avec des rebonds de 20-30%, donc avec cette espèce de frustration. Et quelque part, pour éviter cela, je pense qu'il faut se mettre dans une optique de se dire, je ne sais pas si le marché est au plus haut aujourd'hui, je ne sais pas s'il est au plus bas, je vais y rentrer de façon progressive et je vais me garantir sur une durée de vie relativement moyen terme, un prix d'entrée qui sera sûrement nettement plus satisfaisant. Il faut aussi peut-être reparler des investissements. Est-ce que c'est à court, à moyen, à long terme? Quels sont les horizons qu'on peut donner 3 ans, 5 ans, 7 ans, plus?
Comment on travaille sur ces horizons-là? En fonction du projet du client, et c'est ce que disait Stéphane, je pense que quelque part, il faut connaître son client, il faut aller le rencontrer, il faut mettre en adéquation ses projets, et il a des projets court terme, il a des projets moyen terme, il a des projets long terme, et il faut lui offrir des solutions adaptées à chaque temporalité de ses projets. Et je pense que c'est souvent ce qui frustre ou ce qui va pénaliser les clients, c'est que certains vont acheter des marchés actions pour 6 mois, et quelque part, le marché à 6 mois, c'est très, très difficile à lire, et d'autres vont mettre du fonds en euros alors que leur investissement va rester similaire pendant 10 ans. Et ils vont avoir la frustration d'avoir un rendement très faible. Donc, c'est à nous de proposer au sein des allocations d'actifs des allocations qui matchent la temporalité du projet, in fine, de l'investisseur. Et aussi rester sur son plan d'action, hein, une fois qu'on l'a défini, peut-être ne pas changer tous les 6 mois au gré des vents, ça c'est peut-être le plus difficile. On revient à l'immobilier avec vous, Stéphanie Lacroix. Juste une question, justement. On sait que les SCPI ont vraiment percé la baraque hein, depuis ces dernières années, plus de 8 milliards de collectes l'an dernier. Alors, pas uniquement chez Primonial, évidemment. Ça partait extrêmement bien ce début d'année, janvier-février. C'était vraiment sur des chapeaux de roue. On était à nouveau sur des collectes records. Comment ça se passe aujourd'hui et qu'est-ce que vous avez observé pendant cette période? Est-ce qu'il y a eu les clients ont continué à abonder ou au contraire, ils ont été un petit peu plus frileux? Écoutez, le mois de mars a été un très bon mois, mais parce qu'il y a eu une activité économique, en tout cas jusqu'au 15 mars. Après, je dirais qu'il y a eu un effet de difficulté à souscrire parce que, encore une fois, une SCPI, ça ne s'achète pas comme ça. Ça nécessite un conseil, surtout que quand on investit en immobilier, je rebondis sur la question précédente, on investit pour une durée longue, hein, on est sur au moins 10 ans en termes de recommandations, donc on ne le fait pas comme ça, et donc la rencontre avec les conseillers financiers a été un peu coupée, a été difficile, hein, ce qui a fait forcément un effet de diminution du nombre de souscriptions, mais nous sommes très confiants pour voir à nouveau affluer des investisseurs sur les produits SCPI dès la rentrée du mois de septembre. D'autant plus que, comme je vous le précisais précédemment, les revenus seront là et ça permettra aussi de voir, comme en 2008, les SCPI ont extrêmement bien traversé la crise, et bien en 2020, il y aura sans doute aussi des SCPI qui traverseront extrêmement bien la crise. Daniel Wall, une petite question justement sur les taux cette fois. Alors là, on entend vraiment de tout. Hein. On peut lire les articles aussi bien sur une hyperinflation que sur une stabilité ou même une déflation. Quelle est votre perspective justement? On a parlé des milliards injectés par les banques centrales. Est-ce qu'à votre avis, ça va avoir un effet justement sur ces taux du marché immobilier? Il faut rappeler que la baisse des taux est évidemment positive pour le marché immobilier, mais que s'il y avait une hausse des taux, ça voudrait dire qu'il y a précisément inflation et que finalement ce qu'on perdrait en valeur, on le regagnerait en loyer, puisque les loyers sont indexés à l'inflation. Donc il faut dans les deux scénarios ne pas avoir peur. Je pense qu'il y a quand même un consensus pour dire qu'à court moyen terme, on ne va pas vers une hyperinflation et qu'il y aura une sorte de résurgence de toutes ces liquidités qui ont été injectées dans l'économie seulement une fois qu'il y aura un chemin de croissance qui aura été trouvé par les pays, mais ça, clairement, on n'y est pas encore. Et même si on y était, je dirais que ce ne serait pas forcément une mauvaise nouvelle du point de vue de l'économie, donc finalement de l'immobilier. Une question au président, on prend un petit peu de hauteur. Vous savez que dans toutes les crises, évidemment, on s'inquiète même pour les plus grands établissements financiers, surtout quand on voit les valorisations qui sont vraiment au tapis. Est-ce que les établissements, mon établissement, ma banque est suffisamment solide? Qu'est-ce que vous pouvez dire justement, Stéphane Vidal, à tous ceux qui ont une partie, toute ou partie de leur épargne dans votre groupe? Alors, premièrement, nous ne sommes pas assureurs, donc nous ne sommes pas les dépositaires des économies et de l'épargne de nos clients, puisqu'elle est confiée à des assureurs. Nous sommes un designer, si j'ose dire, de solutions. Nous allons fabriquer des solutions dédiées avec des assureurs pour le bénéfice de nos clients. Je crois qu'on en parlait tout à l'heure, la crise qu'on a vécue ou qu'on vit là n'est pas une crise financière à la base, comme en 2008. C'est passé par d'abord une crise sanitaire, qui a des répercussions évidemment économiques, qui pourraient avoir des répercussions sociales, notamment sur la partie taux de chômage qui pourrait évoluer. Pour autant, les banques et les compagnies d'assurance n'ont pas de problématique de financement aujourd'hui. L'argent est là.
les banques centrales libèrent une quantité d'argent très importante. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de risque comme les clients auraient pu l'imaginer en 2008. Donc, du coup, sécurité pour le groupe, leurs avoirs sont… Oui, on n'est pas banquier, on n'est pas assureur, donc c'est toujours compliqué de dire sécurité quand je ne l'assume pas. Mais aujourd'hui, dites-vous que la crise n'est pas une crise financière. Les établissements financiers ou assureurs sont dans de bonnes situations. On a pu entendre l'été dernier, rappelez-vous, des besoins de recapitalisation de certaines compagnies d'assurance. Et ça, il y a eu l'écho dans les journaux. Ce n'était pas un problème de rentabilité. C'est tout simplement que, je ne veux pas être trop technique, mais la courbe des taux à 10 ans passant négative, obligeait les compagnies d'assurance à recalculer des ratios justement prudentiels pour garantir l'argent déposé par les épargnants, qui faisait qu'ils avaient besoin de plus de fonds propres. Mais tout ça avait pour objectif justement de protéger l'épargne des investisseurs. Donc on va dire qu'aujourd'hui, c'est incomparable avec la situation de 2008. Nadine Tremailleur, dernière question avant de passer aux questions des clients. Vous êtes nombreux à vous être connectés et je vous en remercie. Une question justement sur les perspectives. Les économies se sont transformées en littéraire puisqu'on a des reprises qui sont en V, en W, en U, en L. On y perd un peu son latin. Quels sont vos scénarios chez Primonial pour cette sortie de crise? On ne sait pas s'il y a encore une reprise, mais en tout cas la sortie de crise financière, sanitaire. Encore une fois, c'est très très difficile de faire des prévisions parce que comme vous le dites, par rapport à 2008, on est dans une situation effectivement inédite par le fait que la crise sanitaire, premièrement, on ne l'a jamais vécue. Si on l'a vécue, mais à un temps relativement ancien, on l'a un peu oublié, et que son impact sur les marchés a été quand même relativement sur l'économie. Encore une fois, on parle des marchés, mais c'est l'économie qui est affectée et avec toutes les conséquences dramatiques que ça entraîne pour certains pans de l'économie. Ensuite, pour l'instant, on a l'impression que les choses passent plutôt bien. Le déconfinement semble, et puis le virus semble être moins actif, être dans une voie d'extinction, je ne me permettrai pas de le dire, mais tout au moins, on sent que les mesures barrières qui ont été prises au niveau de la société, des sociétés, a permis un petit peu de limiter une résurgence le jour où on a déconfiné. Donc ça, c'est des points relativement positifs pour l'économie. Je crois qu'on a récupéré 12 à 15% d'activité par rapport à ce qu'on avait en avril. Je parle de la société française, de la société. Donc on est sur la voie de la recovery, comme on dit chez nos amis anglo-saxons, et c'est très très positif. Ensuite, les conséquences, on sait que pour certains pans de l'activité, on le voit très bien pour les plans d'activité de la consommation discrétionnaire, c'est-à-dire tout ce qui est achat de biens durables, ainsi de suite, elle va être lourdement affectée pendant encore très longtemps. Mais disons que les perspectives sont largement meilleures aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a un mois, parce qu'on voit une vue peut-être plus positive de la situation sanitaire. Merci à tous, en tout cas pour ce premier round. On va tout de suite aborder les questions des clients. Elles sont nombreuses, elles sont précises, pointues. Du coup, je vous demanderai, on va essayer d'en prendre un maximum dans les 20 minutes qui nous restent. On démarre avec vous, Stéphane. Question très précise. Quid du rendement de sécurité Target Euro? Pour ceux qui ne connaissent pas le produit, est-ce que vous pouvez juste situer ce que c'est et répondre à la question? Donc, je me fais la voix de l'assureur. On a cherché à répondre à un besoin client. Le besoin client, c'était « je veux protéger mon capital, mais je veux que si les marchés évoluent dans le bon sens et de façon importante, pouvoir en profiter ». C'est ce qu'on appelle la quadrature du cercle. Parce qu'à la base, ce n'est pas possible. Nous avons imaginé une solution qui va exposer le capital de nos clients, qu'elle nous a confié nos clients, l'exposer au marché financier, sans pour autant lui faire prendre un risque de capital. Donc, quand le marché monte bien, le produit donne un rendement qui est très honorable. Quand le marché ne monte pas, voire pire, le marché baisse, le capital du client sera garanti net de frais. C'est un véritable fonds en euros et on va évaluer de la qualité du rendement de ce produit dans la durée, c'est-à-dire l'année 1 plus l'année 2 plus l'année 3 et de faire un rendement cumulé. L'année dernière a été une très bonne année de marché. On avait pour autant décidé de sécuriser le rendement de ce fonds spécifique très innovant dans notre contrat, puisqu'on avait donné plus de 3% de rendement, 3,15 de mémoire de rendement. On aurait pu aller plus loin si on avait laissé le produit aller tout seul. On a voulu sécuriser le rendement. Cette année, au moment où je vous parle, le marché n'étant pas encore au niveau, on ne peut pas vous dire le rendement qu'il donne au moment où on se parle, mais le produit reste exposé
et donc pourra, au fur et à mesure des semaines qui viennent jusqu'à la fin de l'année, donner du rendement si les marchés évoluent. Positivement. Si le marché évolue pas positivement, ça sera de toute façon un très bon point d'entrée pour l'investissement de début d'année l'année prochaine. Donc c'est un produit qui est pas win-win, pas gagnant-gagnant, c'est un produit qui tire toujours son épingle du jeu, quelle que soit la situation de marché. Une question pour Nadine sur les produits structurés. Que penser des produits structurés en ce moment? On rappelle le principe là aussi, Nadine, l'intérêt de rentrer en ce moment quand le marché est un point bas. Est-ce que c'est le moment de rentrer finalement? L'avantage du produit structuré, c'est qu'en fait, vous savez déjà ce que vous allez acheter. Il y a une promesse. Hein. C'est un produit qui a une durée de vie relativement déterminée et vous savez que vous allez toucher tous les ans, alors avec un certain nombre de mécanismes différents, un coupon. Hein, donc on se rapproche peut-être d'un marché obligataire ou d'un marché immobilier. Et la contrepartie, c'est que à l'échéance de votre produit, vous savez que vous allez être protégé ou pas avec une baisse de l'indice que vous achetiez. Forcément, plus vous achetez des marchés qui sont bas et plus vous pouvez espérer avoir un coupon élevé et d'avoir une protection à l'échéance de votre produit qui soit intéressante. Donc oui aux produits structurés dans cet environnement, bien sûr. On continue notre tour avec un peu d'immobilier et les SCPI. Un ami m'a parlé des SCPI et des rendements à plus ou moins 4%. Vont-ils toujours être garantis avec la crise économique, le chômage et les fermetures d'entreprises qui s'annoncent? Stéphanie. Écoutez, je pense que j'ai déjà répondu dans la première partie à ces réponses. Alors, je préciserai qu'une seule chose, les rendements des SCPI ne sont pas des rendements garantis. C'est la seule précaution que je mettrai. Mais voilà, je vous ai donné à peu près les taux hein, sur nos SCPI, Primo-Pierre, Primo-Vie. Nous tiendrons nos engagements annoncés en début d'année. Donc, la moyenne de nos rendements sont de l'ordre de 4,5. Et concernant Patrimo Commerce, il y a l'impact du Covid. Et je vous ai dit aujourd'hui, par rapport au taux d'encaissement des loyers, on est aux alentours des 3,5 à 4%. Donc voilà, on ne devrait pas être très loin du 4% attendu par le client pour cette SCPI et pour les autres, il n'y a pas de sujet, on sera au-delà. Une question encore peut-être plus inquiète. Va-t-on assister à un krach de l'immobilier si baisse qu'on connaît en ce moment, est-ce le moment d'investir? Et entre parenthèses, la crise des années 90 avait duré presque 10 ans. Daniel, notre stratégiste du jour. Alors, il y a au moins deux différences avec la crise des années 90. La crise des années 90, d'abord, c'était vraiment une crise de liquidité. D'accord, c'était une crise où finalement il y avait des ventes forcées, où il y avait un flux de vendeurs supérieur au flux d'acheteurs en immobilier, et ça faisait baisser les prix. La très bonne nouvelle, et ça c'est vrai on a une petite question avec vous, Daniel. On va vous retrouver dans quelques instants, comme on dit, en régie. On va continuer avec une question pour Nadine sur les fonds verts. Est-ce que Primonial va orienter ses investissements vers un ou des fonds bons pour l'environnement ou qui prennent en compte les directives de la COP 21? Alors, vous savez très bien qu'au sein de Primonial, on ne fait pas de fonds. Hein, c'est notre filiale, la financière de l'Échiquier, qui le fait. Et la financière de l'Échiquier, sur ce sujet-là, est très en avance, puisqu'ils ont déjà obtenu le label ISR sur un certain nombre de fonds, sur pratiquement l'intégralité de la gamme. Donc, c'est une vraie préoccupation. Et ils ont même un fonds qui s'appelle Échiquier Positive Impact, qui va même au-delà de l'investissement, on va dire, vert traditionnel, puisqu'il suit les objectifs de développement durable qui ont été fixés par l'ONU, donc sur les 10 prochaines années. Donc, ils vont beaucoup plus loin que certains de nos concurrents sur ce sujet-là. Donc, oui, vous avez raison. Ce qu'on appelle le green est vraiment, et on le voit actuellement, hein, tous ces fonds-là, je veux dire, ce fonds Échiquier Positive Impact, depuis le début de l'année, il a une performance à 0. Hein, donc, on voit la surperformance que l'on peut créer quand on va investir dans des fonds qui ont justement les problématiques et de gouvernance et sociétale et d'environnement qui sont au centre du processus de gestion. Donc, définitivement, oui, c'est quelque chose sur lequel nous avons une vraie conviction dessus. On rappelle le nom du produit pour ceux qui sont intéressés. Échiquier Positive Impact. Échiquier Positive Impact. Daniel, on vous a retrouvé, j'espère, pour parler une question en tout cas sur un possible krach de l'immobilier. Vous nous disiez qu'on n'était pas du tout dans la même configuration que dans les années 90 lors de la dernière baisse.
Oui, parce que la crise des années 90 était d'abord une crise de liquidité, plus exactement d'illiquidité, c'est-à-dire que il n'y avait pas assez d'acheteurs par rapport au flux de vendeurs et ça faisait mécaniquement baisser les prix. Aujourd'hui, on est dans des situations où déjà on ne constate pas de crise d'illiquidité et de mouvement de retrait massif sur nos fonds, ni sur le marché de l'immobilier. Il n'y a pas de grands arbitrages faits par les grands propriétaires d'immobilier. Et au contraire, finalement, la position de l'immobilier entre des actions et des obligations, la position équilibrée, elle est finalement attractive et elle devrait venir un flux d'acheteurs suffisant pour maintenir la liquidité du marché. Donc on n'en prend pas le chemin de ce crash. Stéphane Vidal, une question pour vous. Doit-on sortir des fonds en euros? J'imagine que la personne qui peut être référence au fait que année après année, c'est vrai qu'on voit la tendance, en tout cas sur les rendements qui baissent, 1,8 l'an dernier, il y a 2 ans, 1,4 l'an passé, peut-être encore moins cette année, hein, vu l'état des taux. Est-ce qu'il faut sortir des fonds en euros? Et puis le corollaire, je réponds, enfin je me fais l'écho, sur quoi on va finalement? Alors, je crois qu'il ne faut pas que nos épargnants, nos clients, aient peur du fonds en euros et imaginent qu'il doit sortir de toutes les allocations d'actifs. Comme le dit souvent Nadine, le fonds en euros nous sert aussi à faire le profilage de nos clients. On a des clients qui ont des projets court terme, moyen terme, long terme, ce que disait Nadine. À court terme, plus on est à court terme, moins on met de risques dans les portefeuilles, donc plus on met de capital garanti. Ça a l'air simple. Il y a 15 ans, on ne faisait pas le métier comme ça parce que le fonds en euros était performant, liquide, etc., et garanti. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça, puisque vous avez raison que les fonds en euros traditionnels qui reposent sur le rendement des obligations d'État, donc qui donnent plus grand-chose, puisqu'on voit qu'on emprunte à taux négatif aujourd'hui. En effet, ce fonds en euros n'est plus un moteur de performance, mais un moteur de profilage des portefeuilles de nos clients. C'est pour ça que le groupe Primonial n'est pas le spécialiste des fonds en euros, parce que je rappelle qu'on n'est pas assureur, donc pas se doter que de commercialiser du fonds en euros traditionnel. Par contre, on va faire des fonds en euros spécifiques qui sont basés sur de l'immobilier, sur les marchés, on en parlait tout à l'heure, sur de l'infrastructure, etc. Donc la place du fonds en euros est toujours importante dans les portefeuilles selon les termes et on continuera à le faire de cette façon-là. Maintenant, il faut choisir les bons. Les questions, on en a davantage en ce moment sur tout ce qui est finance. Certains produits structurés subissent depuis le début de la crise une très forte dévaluation. Quelle évolution peut-on attendre, Nadine? C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Le problème du produit structuré, c'est que vous avez une promesse et, entre guillemets, vous avez une promesse en général relativement long terme. Ça peut être du 5 ans, du 10 ans. Il y a eu des contrats jusqu'à 12 ans. Vous avez un coupon, entre guillemets, quand le marché, même si le marché baisse jusqu'à une certaine limite, vous allez avoir un coupon. Mais effectivement, entre-temps, c'est peut-être un petit peu le seul pendant et le seul problématique du produit structuré, c'est que lorsque les valeurs baissent, le produit structuré a tendance à suivre l'évolution des indices. Mais fondamentalement, je dirais, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu, mais c'est d'autant plus valable sur le produit structuré, vous ne devez pas sortir tant que quelque part vous êtes toujours dans la promesse, c'est-à-dire dans la durée d'investissement de ce produit-là. Donc oui, c'est désagréable à très court terme, ne le cachons pas, c'est peut-être la problématique principale des produits structurés, sinon c'est formidable. On a une question générale, quels sont les secteurs qui pourraient tirer profit de cette crise économique? Est-ce qu'il y a des gagnants et des perdants? À mon sens, il y a vraiment des tendances de fond qui se mettent à jour et on l'a vu pendant cette crise. Tout ce qui est lié à la démographie de façon générale va être des thématiques porteuses. Alors quand je parle de démographie, je parle de santé, avec le vieillissement de la population et puis des crises sanitaires, comme on peut l'imaginer qu'on en aurait peut-être d'autres dans le futur, mais c'est aussi tout ce qui est la sécurité. Le vieillissement des populations entraîne un besoin de sécurisation des biens et des personnes. Il y a aussi tout ce qui est l'aspect cybersécurité. On est passé dans des économies qui sont de plus en plus digitalisées, donc il va falloir protéger ces datas-là. Et ensuite, le pendant, on a commencé un petit peu à en parler, c'est tout ce qui tourne autour des énergies vertes, tout ce qui tourne autour justement de ce besoin de faire un monde plus vert demain. Donc ces thématiques-là, je n'ai pas parlé de la digitalisation de l'économie, mais on sent que ces 3 grandes thématiques sont les thématiquement définitivement porteuses. À court terme, elles ont été protectrices pour l'investisseur puisque certaines d'entre elles sont toujours positives depuis le début de l'année, mais à long terme, c'est évident que ce seront les grands gagnants des tendances de demain.
Une question pour Stéphane. Quel support allie le mieux performance et sécurité? Celle-là est belle. Si, le premier qui me vient, c'est ce dont vous parlez, c'est Target, parce que ce capital est garanti, c'est un fonds en euros, et il va pouvoir faire 4%, 3%, 5%, alors que le capital est garanti. Le deuxième produit qui me vient, c'est le produit immobilier. Le capital n'est pas contractuellement garanti, mais on voit que malgré des crises telles qu'on est en train de la vivre aujourd'hui, on est capable de vous donner le capital, de ne pas avoir d'impact sur la valo et en plus de vous donner un rendement. Voilà, si je devais choisir les deux premiers qui me viennent à l'esprit, ce sont ces deux-là. Mais encore une fois, nous ne pouvons pas fonder 100% de nos allocations sur ces deux seules classes d'actifs. Nous, on aime beaucoup le private equity. On est une société détenue par un fonds d'investissement. On aime beaucoup le private equity. On aime beaucoup le marché action parce qu'il est liquide tous les jours, mais d'avoir des effets, comme je dis, booster dans les allocations. Donc, c'est la diversification que je préfère, au-delà de tout. Une question, on l'a fait aussi sur les SCPI, quelqu'un qui veut démarrer et qui demande comment justement souscrire ces SCPI et quelle part dans son portefeuille. Si on démarre, il y a une part, 5%, 10%, je ne sais pas, à mettre, à démarrer. Stéphanie Lacroix. Alors, c'est très simple. Pour souscrire un produit SCPI, il suffit d'un bulletin de souscription, d'une carte nationale d'identité et globalement quelques pièces complémentaires selon la typologie du client, mais c'est très simple de souscrire à des parts d'SCPI. Après, combien faut-il en détenir au sein de son allocation? Je dirais que ça va dépendre un petit peu du profil du client. Et c'est là où tout l'intérêt d'avoir un conseiller en gestion de patrimoine qui va regarder un petit peu la situation du client, quels sont ses objectifs, si son horizon de placement c'est 10 ans, 15 ans, est-ce que en fonction de son âge, est-ce que il prépare sa retraite, est-ce qu'il est déjà à la retraite, il a besoin d'un complément de revenus. C'est tous ces critères-là qui vont rentrer en ligne de compte et le conseiller financier va être là pour lui apporter les bonnes solutions. Merci. On rappelle justement les conseillers primoniales sont désormais à nouveau, j'imagine, sur le terrain, Stéphane. Absolument, absolument. Depuis le 11 mai, nous avons fait un déconfinement, on va dire, crescendo ou décrescendo. Les 150 consultants de primo de gestion privée ont l'autorisation, ils ne l'avaient pas avant, l'autorisation d'aller voir leurs clients si leur client est évidemment d'accord pour faire un point. Alors, ils l'ont beaucoup fait grâce à nos systèmes, on en a parlé, pour faire un point de visu avec les clients de primo de gestion privée. Il reste quelques questions. Allez, un opportuniste, en tout cas, qui dit le secteur oil and gas, donc pétrole et gaz a été torpillé. Reste-t-il une opportunité à moyen terme? Nadine. C'est pas forcément le secteur que j'aurais pris en particulier parce qu'on sent que c'est quand même un secteur qui a énormément souffert et qui va souffrir du redémarrage des économies mondiales. Et là-dessus, on n'a pas une visibilité totale. Mais c'est évident que du pétrole à $20, on sent que c'est pas forcément viable et que c'est pas son prix d'équilibre. Donc oui, a priori, on devrait pouvoir avoir un rebond significatif au fur et à mesure que l'activité économique repart dans le monde. Et surtout que la Chine redémarre, parce que vous le savez très bien, c'est eux qui drivent quelque part le marché de l'énergie par leur production industrielle. Alors, ce n'est pas votre secteur de prédilection. Quel est le secteur où on peut en ce moment à surpondérer, comme disent les analystes? Alors, c'est toujours pareil, ça dépend de votre objectif à court terme ou moyen terme. Actuellement, on sent que tous les actifs dits cycliques, donc tous liés au cycle économique, sont en grosse difficulté, je le disais, quand vous regardez un Airbus qui a perdu la moitié de sa valeur, Société Générale a perdu la moitié de sa valeur et ne les a pas récupérés malgré la hausse de ces derniers jours. Donc on sent qu'il y a des secteurs qui sont lourdement affectés et qui peuvent être à court terme des opportunités d'achat, même si sur une période peut-être long terme, je suis toujours un petit peu en faveur des fameux secteurs qui, à mon sens, seront les secteurs qui sont créateurs de valeur à long terme, la santé, la digitalisation, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, toutes ces thématiques-là qui me semblent, le clean energy, tout ce qui va être autour des traitements de l'eau, traitement des déchets, je pense que ça, ce sont des tendances de fond qui, à long terme, créeront de la valeur pour l'investisseur. Je vous disais justement qu'on a des gens quand même qui sont un petit peu inquiets. Je vous lis, quelle est la garantie de l'assurance vie face aux incompétences de l'État? L'État peut-il saisir l'assurance vie? Comment est-il possible de se protéger?
Stéphane. La première chose, alors, tout à l'heure, je faisais une petite introduction sur le côté bonne situation financière des banques et des assureurs aujourd'hui. Ils ont un problème de valo, on parlait par exemple d'une grande banque cotée, il y a un problème de valorisation, mais pas un problème de rentabilité ou de liquidité. Donc, de toute façon, vous savez, nous, on a un adage qui dit diversification, dit pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, on aime bien, et Nadine est la première, tous les mois, dans le cadre des allocations, des conseils qu'elle donne, vérifier aussi nos intervenants. Maintenant, est-ce que l'État va venir ponctionner les assureurs et donc les épargnants, enfin l'argent des épargnants, qui ponctionne un petit peu les assureurs, puisque quand vous prenez le rapport Tibi, par exemple, qui a une incitation forte à participer à l'investissement de demain, c'est un effort qui est demandé aux assureurs. Mais on ne voit pas de hold-up, si c'est ça qu'imagine notre client, on ne voit pas de hold-up de l'État sur les assureurs, parce que derrière les assureurs, il y a des clients. Et derrière des clients, il y a quoi? Des électeurs. C'est dit. Il nous reste, on va dépasser. Sans faire de politique. Hein. On va dépasser, si vous voulez bien, quelques minutes parce qu'il y a plein de questions encore très intéressantes. Daniel, quel risque de dérapage de l'économie mondiale à cause de la dette publique? Bonne question parce qu'on voit effectivement de la dette qui est créée ex nihilo. On a l'impression que c'est un peu de l'argent magique. Certains s'inquiètent jusqu'au grand sage de la cour de Karlsruhe en Allemagne. Alors effectivement, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de dérapage à terme à imprimer toute cette monnaie? En fait, il y a deux choses, hein, la dette et l'impression de monnaie. Pour ce qui est du niveau dangereux de dette, la théorie le fixe à 100% du PIB, mais la pratique a tellement explosé la théorie qu'aujourd'hui, je pense que personne n'est en mesure de dire que, quand on voit la dette japonaise notamment, qu'une économie ne serait, ou qu'un État plus exactement, ne serait plus crédible à partir d'un certain niveau de dette. Donc ça, je pense que la théorie est complètement en terrain inconnu là-dessus. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette dette? Parce que si c'est de la dette pour financer la consommation, c'est pas la même chose que si c'est de la dette d'investissement pour financer justement ce dont parlait Nadine sur la digitalisation, sur les investissements, le fameux Green Deal et l'investissement de demain. Et donc, je dirais, on voit bien que la vraie différence entre l'Allemagne et l'Italie ou le vrai dilemme, par exemple, de la France, c'est pas tellement le niveau de dette, c'est on s'endette pour faire quoi? La question qui est y compris celle posée aux clients, c'est comme le crédit conso par rapport à un achat immobilier. Une question aussi. Alors une autre question pour Stéphane. Vous venez de lancer un produit retraite. Qu'a-t-il de plus que les autres? Alors oui, on a décidé de fabriquer un produit retraite qui est différent de ce qui existe sur le marché. On aurait pu le faire l'année dernière, mais on n'avait pas la bonne idée. Et les équipes ont beaucoup travaillé avec un assureur et puis avec la financière de l'Échiquier, donc qui est notre filiale d'asset management, pour fabriquer un produit qui respecte évidemment les grandes orientations de la loi Pacte. Donc évidemment, qui peut être, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui peut être soit complètement packagé dans sa gestion, confié à la financière d'échiquier sur toutes les classes d'actifs. Vous voyez que le mot toute classe d'actifs ou diversification revient assez régulièrement dans mon discours. Mais un mandat, si j'ose dire, donné à la financière d'échiquier pour gérer de façon graduelle par rapport au timing de prise de retraite, au délai à partir duquel nous prévoyons de partir à la retraite, ou de notre côté, d'avoir une gestion plus libre, conseillée souvent par un conseiller en gestion de patrimoine, mais avec toutes les innovations du groupe Primonial. Donc tout ce dont on parle tout à l'heure, le private equity Target, le célèbre fonds Target, etc., sont dans ce PER, et ce qui rend ce PER incomparable, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne l'a pas sorti l'année dernière et qu'on l'a sorti uniquement cette année, et on a de grandes ambitions pour ce placement qui fait partie de l'éducation financière à mettre en œuvre le gouvernement et auquel on est ravi de participer. Donc, Primo Père, un plan Père comme plan d'épargne retraite, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, évidemment, se rapprocher de votre conseiller. On arrive au terme de cette diffusion, de ce live. Un grand merci à tous nos participants. Je voulais juste vous laisser le mot de la fin, Stéphane Vidal. Peut-être donner un peu de perspective sur les prochaines semaines, les prochains mois. On le dit, hein, on est dans un cas quand même complètement inédit qu'on n'avait jamais vu. On a pu faire ce live malgré,
avec les mesures de distanciation. Là, on est sûr que c'est bien respecté. Donnez-nous un petit peu, peut-être un petit peu de une saveur de ce que va être les prochains mois, les prochaines semaines à l'intérieur de votre groupe pour vos collaborateurs. Alors, je peux dire une première chose, c'est je suis déjà extrêmement fier de l'ensemble des collaborateurs du groupe Primonial qui se sont vus du jour au lendemain voilà, mis à domicile avec on a fait tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien, hein, techniquement, en termes de services qu'on a pu amener à nos collaborateurs, mais je suis extrêmement fier d'eux. Parce que notre rôle, c'est de nous occuper de nos clients. Et j'ai l'impression, on va toujours avoir à droite, à gauche, des choses qui ne se passent pas extrêmement bien, mais j'ai l'impression dans la très, 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 très grande majorité que ça s'est bien passé et qu'on a assuré ce suivi, cette continuité de service vis-à-vis de nos clients. Donc ça, c'est une première chose. On est dans une phase et on utilise le mois de juin dans le groupe Primonial pour revenir à un fonctionnement un petit peu plus normal, même si je vous disais tout à l'heure, on va apprendre de ce qu'on a vécu, et on apprend tous les jours de comment mieux travailler, comment mieux faire cohabiter le présentiel, le digital et les deux en même temps. Donc, on va apprendre. On espère tous que les premières bonnes nouvelles, on va dire, du confinement au niveau sanitaire vont se conforter. On imagine que le mois de juin, le mois de juillet, soient des mois de petite recovery, voilà, de retour à la normale. On en a besoin. Je crois que pour le moral, on en a besoin. Et l'économie en a besoin. En tout cas, les premières ouvertures qu'on voit, que ce soit de bars, de restaurants, de commerces, les gens rattrapent leur retard. Et c'est une bonne chose. Il faut pas voir le côté consumériste des choses, il faut voir le côté sauvetage de l'économie. Donc, on est extrêmement content. Et si les choses se passent de cette façon-là, on pense qu'on reviendra assez vite à un niveau de fonctionnement, d'activité que nous connaissions jusqu'à présent et pour donner le meilleur de nous-mêmes au service de nos clients.